Il y a mille et une façons d'être français. Et ça, c'est beau. Oui, moi c'est ce que je pense aussi profondément, c'est que nos appartenances sont multiples, Ouais. mais que nous avons la possibilité d'avoir des patries électives, Ouais. et qu'après tout, la patrie élective peut être aussi celle qui n'est pas notre patrie native. Ouais, ouais, ouais. Mais nous pouvons combiner les deux. Bien sûr, bien les deux sûr. ne sont pas, contrairement à ce qu'on raconte si souvent, les deux ne sont pas antagonistes. Bien sûr, mais vous savez, moi, je ne me considère pas comme franco-congolais, par exemple. Pour moi, je suis totalement français, totalement européen, et mes racines sont totalement africaines et congolaises. Il n'y a pas de schizophrénie en moi, vous voyez. Lorsqu'on me demande d'où je viens, je suis alsacien. Je m'arrête là. Et puis ça fait sourire, etc. Et Oui. puis on explique. Oui, il y a quand même une difficulté. Dites-moi. Enfin, la difficulté de notre pays, c'est tout de même la religion de l'unité. Oui. Et le traitement Ouais. par les Français de la diversité n'a pas été un traitement très, très amical. Ouais. Et au fond, tout ça vient quand même de la Révolution française, d'une certaine manière. Parce que, une fois décapité le roi, il fallait trouver une unité aussi forte. Et mettre dans le plateau de la balance quelque chose qui soit aussi important. Et du coup, il y a eu une sorte de, comment dire, d'obsession de l'une et indivisible. Ouais. La France est une et indivisible. Et ça a quand même été quelque chose de très inamical aux diversités culturelles. Bien sûr. Il y a souvent une contracture française qui supporte mal la diversité. Ouais. Et c'est quand même l'origine de beaucoup de crispations. Mais néanmoins, même si j'ai le sentiment qu'avec, comment dire, des Français venant d'ailleurs, eh ben on est obligé de réfléchir à cette notion de diversité. Oui. On est obligé de réfléchir à cette notion d'unité, cette idée du multiple dans l'un et l'un dans le multiple. On est obligé de réfléchir à ces notions-là. Et c'est pas plus mal d'une certaine manière, parce que ça nous permet justement de mettre un peu d'élasticité là-dedans, et puis surtout d'avoir un nouveau projet d'union d'une certaine manière, qui soit peut-être plus humain, plus juste, plus équilibré. Oui, mais est-ce que tout ça n'est pas une question de hiérarchie des niveaux selon tel ou tel contexte? Je prends un exemple. Les ouvriers qui partent à la guerre en 14, ils mettent de côté, pour un moment, leur internationalisme prolétarien pour défendre la patrie. Bien sûr. Est-ce que ça veut dire, pour autant, que l'internationalisme prolétarien est condamné? Une fois la guerre finie, on peut imaginer qu'ils retrouvent leur appartenance politique essentielle. Ce qui veut dire que selon les cas, vous faites passer, là ils sont bien obligés les malheureux, ils n'ont pas le choix de partir ou de ne pas partir en guerre, mais il y a des moments où on fait passer telle appartenance, telle fidélité, j'ai envie de dire, telle fidélité devant une autre. Bien sûr. Parce qu'on ne peut pas les avoir, il y a des situations de la vie où on ne peut pas les avoir toutes ensemble. Nous sommes tous faits d'appartenances multiples, qui du reste commencent dès la carte d'identité. Sur la carte d'identité, qu'est-ce que vous avez? Vous avez votre taille, et donc vous appartenez à la catégorie des gens qui culminent modestement à 1m59 ou quelque chose comme ça. Bon. Vous êtes né dans le Finistère, donc vous appartenez aux gens qui sont nés dans le Finistère. Vous appartenez au sexe féminin, vous appartenez... Alors, il y a très peu d'appartenance. Si vous vous dites que votre identité est sur votre carte d'identité, vous riez parce que vous avez bien d'autres identités. Vos opinions, votre religion ou votre manque de religion, vos amitiés, vos rencontres, votre histoire, en quelque sorte. Donc, les appartenances sont déjà extrêmement multiples. C'est très difficile de les réduire à une identité essentialisée. Et par ailleurs, qu'est-ce que nous faisons au cours de notre vie? C'est constamment arbitrer entre des fidélités contradictoires. Voilà, donc je pense que les arbitrages sont constants, mais c'est ce qui fait aussi la liberté qui nous reste.
Parce qu'au fond, si vous déroulez la somme des déterminismes qui vous font tel que vous êtes, vous vous dites qu'il y a au fond pas beaucoup d'espace pour la liberté.